Et comment que les Français parlent aux Français, ils arrêteront jamais de parler. Mais peut-être qu'il faudrait aussi aller au-delà de la parole. Hein. Vous savez, les actes, ça joue aussi également. Et nous sommes avec Joachim Son-Forget, le député. Joachim Son-Forget, je voudrais vous poser une question politique. Vous avez été député La République En Marche. Ensuite, vous avez quitté La République En Marche pour aller avec le UDI Agir. Et puis vous avez quitté UDI Agir et vous avez fondé un groupe Valeurs Absolues, ce qui est bien, ce qui est ambitieux. Qu'est-ce qui a fait que vous... Pourquoi avez-vous quitté? Question politique, mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez plus à l'aise dans ces groupes ou dans ces partis? Le concept que j'ai défini là de valeur absolue, je le décris dans mon livre L'invisible ce qui est fait, que j'ai publié à compte d'auteur. C'est plus un concept général, ça n'a pas besoin d'être un parti, c'est un parti dont je m'occupe pas beaucoup pour le moment. On a eu des gens qui ont adhéré, etc. C'est pas l'objet du moment. En ce moment, je vais faire des choses factuelles là pour les Français, tant dans mon activité professionnelle que politique. Mon désaccord avec En Marche, parce que c'est devenu une coquille vide. J'entends, je veux dire, peut-être ça l'était, que je l'avais mal jugé, mais en tout cas, moi, humainement, je suis quelqu'un qui aime être relativement fidèle aux gens, donc j'ai promis de faire des choses pour Emmanuel Macron, je les ai faites pour lui pendant la campagne. Je reste en contact avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie et je ne dois de compte à personne d'autre finalement. Oui, mais parce que ça c'est une forme de respect, mais c'est une forme de respect qui direct dans la relation. Moi, je suis quelqu'un qui le challenge, qui est prêt à dire en face quand je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir des échanges intéressants. Il ne faut pas se comporter comme un édredon avec les gens. Je veux dire, on est des grandes personnes. Il faut se comporter en adulte. Donc, moi, j'aime une relation qui est un petit peu énergique et puis qui est plus authentique. Et celle-ci, je cherche à la conserver parce que je pense qu'elle a de la valeur et qu'on peut avoir de la valeur auprès du président de la République si on a une cette relation. Mais toute la clique. Toute la clique et les gens qui sont des courtisans, qui vont changer d'avis quand le président change d'avis, ces gens-là ne m'intéressent pas. Les exècres, c'est pas comme ça qu'on fait tourner un pays. L'omerta, se taire, être dans la meute, toujours caché dans la meute, c'est une attitude animale, c'est pas une attitude humaine. C'est-à-dire, en fait, vous avez quitté, enfin, je reviens, la question, vous avez quitté un peu ces formations parce que vous trouviez que, en tout cas, beaucoup d'entre eux, je dis pas, il ne faut pas généraliser, vous avez tout à fait raison, mais beaucoup d'entre eux se comportaient comme des courtisans et le petit doigt sur la couture du pantalon, que ce soit les uns ou les autres, et qu'il n'y avait pas vraie discussion, vraie énergie, et que tout ça se comportait comme allez, je vais garder ma place, et pour garder ma place, surtout, pas de vague. C'est un peu ça. Ce sont des gens qui ont l'habitude de conseiller ou de commenter, mais jamais de faire et de vraiment savoir. Et donc, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a ni savoir ni faire. Et cette façon d'être, moi, c'est pas la mienne de commenter et de ne pas faire. Comment dire? Moi, je viens d'une région qui est la Haute-Marne, enfin d'un département qui est la Haute-Marne. J'ai l'habitude d'être les pieds sur terre, d'être les pieds dans la terre. J'ai de la famille qui est du monde agricole, qui est du monde petits artisans. Et c'est cette réalité-là, moi, dont je me rappelle. Et dans cette réalité-là, le temps était un peu plus dilaté. On prenait du temps pour lire, pour s'instruire, pour être authentique dans les relations avec l'autre. Et je garde ça, même si ça se voit plus beaucoup aujourd'hui, en tout cas dans les apparences. Moi, c'est ça, mon fond d'être, mon fond de commerce. Et c'est pas ce que je retrouve à Paris dans les milieux politiques l'essentiel du temps. Donc, je ne veux jamais devenir comme ça. Et dans la crise du Covid, j'allais pas rester confiné à faire des zooms comme l'essentiel des parlementaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plus de gardes à l'hôpital. Il y en avait moins, parce que l'activité télémédecine baissait, mais j'en ai pris le maximum pour participer à l'effort de guerre avec les autres. J'ai fait autre chose, c'est que j'ai continué j'ai pris un mandat pour certifier du matériel de protection respiratoire qui arrivait pour résoudre la pénurie en Suisse. Et donc, j'ai vu de près des tas de margoulins qui voulaient prendre de l'argent par-ci par-là avec du matériel défectueux. J'ai vu des gens qui se référaient à des lettres de commande de tel ou tel gouvernement pour vendre leur Camelot. J'ai vu même des officiels proposer des normes AFNOR pour des masques en tissu, du matériel en tissu dont l'hôpital s'est débarrassé depuis des années, à raison, parce que vous avez un matériau qui n'est pas filtrant. Je veux dire, même le plus mauvais
des masques en polypropylène chinois est meilleur. Je suis désolé. Donc, mais bien sûr, mais donc parce que le masque c'est très compliqué, c'est un compromis entre être respirable pour que la respiration passe par le masque et pas sur les côtés et le fait que ça puisse filtrer les grosses gouttes où il y a beaucoup de virus ou de beaucoup de virions et aussi les petites gouttes où il y en a moins mais qui sont celles qui restent en suspension dans l'atmosphère. C'est un domaine très compliqué, très technique et ça a été géré d'une manière totalement amateur. Moi, je l'ai vu dans un aspect technique, de contrôle qualité. Donc, moi, j'estime avoir participé à ma façon à l'effort de guerre pour cette crise Covid, aussi sur le plan scientifique. J'ai même publié un papier d'hypothèse avec quelques compères rencontrés pendant cette crise sur une hypothèse hématologique du Covid-19. Ça reste un papier d'hypothèse, mais on a fait cette veille. Bon, on a fait également cette veille. Vous avez fait votre contribution. Vous n'êtes pas resté à commenter, à faire de la politique en chair et sur Zoom, comme vous dites, effectivement. Et ça, c'est vrai que on a besoin effectivement de ça. C'est très important. Et c'est pour ça que je voulais. Mais on va en parler. Restez avec nous, Joachim Son-Forger, parce qu'on va recevoir des auditeurs. On va entendre des auditeurs et je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire et en tout cas à nous dire. 0826 300 300. André nous appelle d'Évian sur Sud Radio. Bonjour André. Bonjour André, nous avons le même prénom. Je vous appelais parce que je suis extrêmement surpris de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Non pas les événements en soi, c'est pas la première fois, mais à ce niveau d'étendue et d'intensité, c'est aussi bien à Los Angeles qu'à Miami, c'est aussi bien à Washington qu'à Atlanta. Enfin, c'est aux quatre coins des États-Unis. Ce sont quand même des méthodes particulièrement fortes des deux côtés, c'est-à-dire des pillages, pas seulement dans des endroits, je dirais, reculés, mais sur la 5e avenue à New York, ou bien des dégradations en face de la Maison Blanche, c'est-à-dire c'est quand même l'endroit le plus symbolique des États-Unis, ou un des 2 ou 3 endroits les plus symboliques des États-Unis, et on a l'impression que personne ne va lâcher du lest, que tout le monde se mobilise dans un sens ou dans l'autre, d'un côté ou de l'autre, et on se demande si c'est pas ça la campagne électorale. Si c'est pas la campagne électorale. D'un côté, moi j'incarne l'ordre, donc tous les conservateurs ont voté pour moi, et de l'autre côté, moi j'incarne, alors au choix, vous mettrez le mot que vous voudrez, la révolution ou le progrès, c'est une question de point de vue, et donc tous les gens qui veulent un changement se regrouperont donc autour de moi. Ils me font penser actuellement à 2 épisodes de la vie française. Ça me fait penser à Thiers contre la Commune, il y a un siècle et demi, ou ça me fait penser beaucoup plus récemment au général de Gaulle face à ce que lui avait qualifié de chienlit. On a l'impression de retrouver des choses de ce genre, mais surtout ce qui m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle ça se répand. Parce que début de l'année, il y a encore 5 mois, il y avait 3,5% chiffre officiel de chômeurs aux États-Unis, et évidemment, quand les gens ont du boulot, même mal payé, ça pousse pas à faire la révolution. Là, en 5 mois, on est arrivé à 20%. Il y a eu une mort tragique dans des conditions effroyables d'une personne, d'un Américain, peu importe qu'il soit blanc ou noir. En l'espèce, c'était noir. S'il aurait été blanc, ça aurait été la même chose. Ça n'aurait pas été la même chose du point de vue des conséquences, mais oui, on est d'accord, on s'est compris. Mais sur le plan humain, ça aurait été la même chose. Ça aurait été un mort. Bien sûr. Ça aurait été un mort. Pour revenir... Oui. Je voulais juste répondre, parce que ce que vous dites, et vous posez les questions d'ailleurs qui me paraissent assez fondamentales. Vous savez, c'était Clausewitz qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Tout à fait. Et là, la guérilla est la continuation de la campagne électorale et des présidentielles par d'autres moyens. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose, et après je vais aussi donner la parole à Joachim Son-Forger pour avoir son opinion, mais moi ce qui me frappe, et regardez un peu la carte, c'est très intéressant parce que les plus grosses émeutes, je ne sais pas qu'il y a eu que ça, mais les plus grosses émeutes ont été dans des États et des villes démocrates. Je veux dire conduites et dirigées par des démocrates. Alors je ne veux pas dire que les gouverneurs et que les maires ont encouragé cela ou que les sénateurs. Je veux dire simplement que Washington, que New York, que Los Angeles et autres sont tenus par des démocrates et comme par hasard
effectivement, ça rentre dans cette campagne, et vous avez tout à fait raison de dire que ça joue. Je ne dis pas qu'il y a que ça qui a joué, mais ça joue énormément, et il y a des gens qui adorent mettre de l'huile sur le feu pour effectivement prolonger le désordre. C'est clair, André? Plus allumer le feu comme le chantait Johnny, c'est plutôt attiser le feu. Exactement, exactement. Je voudrais demander à Joaquin Sonforger, quel est un peu son ressenti sur ce qui se passe aux États-Unis? Ce qui se passe qui est grave, mais je dirais que c'est surtout qu'il y a des gens qui tentent d'importer partout dans le monde, quand il y a une opportunité, cette idéologie antifa qui finalement vient des campus américains à la base. Hein. Donc ne vous étonnez pas si ça vient de bastions démocrates. Quand vous écoutez aujourd'hui l'Alexandria Ocasio-Cortez ou des Sanders sur le tard, il rêve presque de ça, j'entends. Mais et ça s'importe aujourd'hui en France. Ça a échoué. Ça a échoué à Bure, à Sivins, mais ça a réussi un petit peu en surfant sur la vague des gilets jaunes. Soyons très vigilants. Finalement, quand Trump décide de décréter ce mouvement comme terroriste, c'est peut-être le coup de pied à la fourmilière qu'il faut faire. Ouais. Moi, j'entends que les fascistes ne sont pas ceux qu'on croit aujourd'hui. C'est bien ce qui me fait peur. C'est qu'il y a une échelle des valeurs qui s'est inversée. Et c'est dommage, c'est qu'on finirait par se sentir, excusez-moi, presque plus proche des fascistes que des antifascistes. Joaquin Sonforger, vous savez ce que disait Winston Churchill, hein, c'est pas la plus mauvaise des références. Il disait: l'antifasciste d'hier peut facilement devenir un fasciste d'aujourd'hui. Et c'est pas totalement faux, hélas, quand on en voit certains. Dans un instant, André, on ira dans le Gard, on donnera la parole à Fred qui nous appelle au 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler, à réagir notamment à la controverse sur la chloroquine ou alors à la situation assez impressionnante qui se déroule sous nos yeux en ce moment aux États-Unis. On est ensemble jusqu'à 14h. On a tout le temps de vous donner la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Dans tous nos états, avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Joaquin Sonforger, on vous écoute, on vous attend. 0826 300 300, je le disais, on va dans le Gard, on donne la parole à Fred sur Sud Radio. Bonjour Fred. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Oui, je voulais revenir sur les émeutes qui sont hallucinantes aux États-Unis là, parce que vraiment là c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est bon, effectivement il y a la mort d'un homme, le pauvre, bon, c'est un meurtre, on va dire ça, c'est un meurtre. Il y a pas d'autre mot. Il y a des méthodes d'interpellation. Là il y a que la personne dit bon stop, la personne meurt, mais ils ont connu ça pour la ségrégation quoi, dire pour des causes nobles. Ils ont fait des émeutes. Les Afro-Américains. Mais là aujourd'hui, ils dépassent les bornes, quoi. Dire là, effectivement, comme en France, on a une population carcérale qui est d'une certaine minorité. Aux États-Unis, c'est la même chose. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, les émeutiers qui sont d'une certaine catégorie sociale aux États-Unis, effectivement, ils doivent vivre dans la misère, peut-être plus que les autres, ou je ne sais rien, mais c'est surtout pas la norme. Et là aujourd'hui, il faut qu'ils se ressaisissent parce que ça fait vraiment du mal à leur communauté. Comme on dit, c'est l'arbre qui pousse, l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et là, malheureusement, leur communauté va être impactée. Et là, les communautés noires, d'ailleurs, on voit des stars, tout ça, qui se mobilisent pour les calmer et tout ça. Parce que ce qui risque de se passer, c'est si ça monte vraiment en pression, ça risque de finir en guerre civile. Et là, ils auront perdu. Là, ce sera une perte énorme pour l'Amérique parce que après tout ce qu'ils ont connu, bien sûr, évidemment, ils sont tous armés là. Et moi, ce que je suis étonné, comme vous disiez, avec les communes qui sont démocrates, c'est qu'il n'y a pas d'ordre aux policiers, comme en France, c'est pareil. En fait, on dirait qu'on a la même politique de langue de bois. On dit rien, on fait rien, on laisse faire. Par contre, il y a des gens qui se font lyncher derrière, et ça, ils sont responsables. Autant que les émeutiers. Et donc là, moi, je dis, honnêtement, il faut qu'ils prennent la mesure du problème et que ça s'arrête, quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à vous, Fred. Merci. On va continuer d'en parler. Autre auditeur, Jean-Marie? Oui, on part à Nantes. On retrouve Jacques au 0826 300 300. Oui, bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité qui a une position claire sur les sujets qu'il a abordés. Alors moi, je tenais juste à vous opposer le poids de l'histoire, aux statistiques que vous avez débitées. Concernant la délinquance des Noirs aux États-Unis.
Je rappelle enfin, les agressions, oui. Oui, voilà. Je rappelle ici qu'après l'esclavage, les travaux forcés, aujourd'hui, via les organisations comme ALEC, que vous connaissez sûrement, qui pondent des lois qui démembrent les familles américaines, qui servent de main-d'œuvre aujourd'hui pour les grands groupes américains et qui sont en prison, je ne vois pas comment une famille noire américaine peut être bien organisée aujourd'hui. Donc, par vos propos, par ces statistiques, je trouve pour ma part qu'on rend les interactions de la population noire avec les autres populations, les médias notamment, parfois compliquées. Donc, je tenais juste à attirer votre attention. Oui, attendez, je ne comprends pas. Vous dites que toutes les... Non, mais attendez, soyons clairs. Vous me parlez, Alex, je ne sais pas ce que c'est, mais vous dites que toutes les familles noires sont aujourd'hui divisées. Écoutez, moi, je suis allé aux exactement, États-Unis. Ils sont en prison. Mais... Ils sont en prison. Il y a beaucoup de parents... tous les noirs ne sont pas en prison, voyons. Non, je ne dis pas tous les noirs. Si, c'est ce que vous êtes en train de dire. Une bonne partie. Vous dites les noirs... Non, attendez. Non, mais il faut être précis et clair. Aujourd'hui, les noirs américains, Dieu sait s'il y a des problèmes, effectivement des problèmes économiques, mais enfin, il y a aussi une population noire américaine qui fait beaucoup de boulot, qui arrive et qui arrive et sur le marché du travail et sur le marché des diplômes et qui profite d'un certain nombre de choses. Et tant mieux. Parce que vous avez l'air, je comprends pas, Jacques, vous avez l'air de généraliser que les noirs sont tous encore comme sur les plantations du temps de l'esclavage. Je ne généralise pas, il s'agit d'un reportage mais que j'ai vu sur ce sujet où on trouve la majorité, une bonne partie des familles noires qui sont complètement démembrées. Qui c'est ce reportage? Pardon, excusez-moi. C'est quoi ce reportage? C'est où? C'est qui? Alors, non, parce qu'il faut être précis. C'est le 13e amendement. Le 13e amendement. Où on parle de la loi ALEC. Il s'agit d'une organisation. ALEC, jamais entendu parler. Voilà. C'est l'américaine. Attendez, on va vérifier. On va vérifier. Juste pour vous préciser, il s'agit de l'American Legislative Exchange Council, qui est une organisation qui pond les lois pour les hommes politiques américains. Et ces lois-là, en général, ils sont inféodés certaines sociétés, grands groupes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une organisation, il y a une société, on emprisonne les gens aux États-Unis et ils servent de main-d'œuvre gratuite. Qu'il y ait de la main-d'œuvre gratuite, c'est vrai. Mais enfin, écoutez, moi, envoyez-moi, soyez gentil, sur le site de Sud Radio, les références, où est-ce que vous avez vu ça? On va regarder. Et si c'est vrai, on en parlera. Moi, ça me paraît extrêmement étonnant et personnellement, ça me paraît assez bidon. Mais parce que la généralisation comme ça, qu'il y ait du travail, effectivement, gratuit, oui. Mais ça me paraît honnêtement, faites attention à ce genre de choses. Parce que vous savez, quand on va vers ça, les généralisations, ça me paraît toujours dangereux. Enfin, écoutez, Jacques, c'est très bien. On va regarder ça, mais faites-moi plaisir. Envoyez-moi cette référence de ce documentaire et on va regarder et on va voir. Et si c'est vrai, je vous promets, on en parle. Autre auditeur. Merci à vous, Jacques. En tout cas, Claudine nous appelle au 0826 300 300 depuis Niort. Oui, bonjour Claudine, André Berkoff, bonjour Jean-Marie. Oui, je voulais intervenir. Bonjour. Je voulais intervenir pour les antifas parce que moi j'ai rarement vu plus fascistes que les antifas. Excusez-moi du peu. Bon, c'est pas une généralité, bien entendu. Tout le monde ils sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Il faut quand même reconnaître. Et nous, on a été particulièrement enquiquinés par les antifas. Quand l'année dernière, j'ai organisé une conférence avec Étienne Chouard et Philippe Pasco, il s'est trouvé que dans les 48 heures avant, les antifas ont fait un pataquès, ont publié dans le journal avec tout un tas d'associations. Où ça, Jacques? À Niort. À Niort, d'accord. À Beauvoir-sur-Niort, exactement. Voilà. D'accord. Et donc 48 heures avant, ils ont fait publier un encart dans La Nouvelle République, pour ne pas le citer, pour dire que bon, c'était un scandale de recevoir surtout Étienne. Bon, ça a été, mais alors, ça nous a fait annuler la salle, c'est-à-dire le maire de Beauvoir-sur-Niort a annulé la salle sous la pression des antifas. Oui. Ouais. Et entre autres, même un professeur de l'université de la fac de Poitiers qui s'est permis d'envoyer un mail
donc au maire en menaçant, comme quoi c'était un scandale. La préfète s'en est mêlée et donc a joué de pression pour que le maire interdise vraiment la conférence au niveau dans la salle en tout cas. Et à 48 heures, donc on a réussi à faire la conférence quand même parce que avec Philippe Pasco, on en a discuté et donc on l'a fait sur la place. Oui, on l'a fait sur la place devant la salle où c'était prévu normalement. Voilà. Et je peux vous dire que ça a été très rock'n'roll. Moi, j'ai été avec les RT au téléphone pour les 24 heures avant sans arrêt. C'était vraiment épique. Et tout ça, justement, à cause de ça. Alors bon, c'est vrai que quand Trump a tweeté comme quoi des antifas étaient des terroristes, j'ai mis un j'aime. Je suis pas sûre quand même qu'on puisse les traiter de terroristes. Il faut quand même pas pousser. D'un autre côté, moi, je commence à en avoir un petit peu marre quand même. On avait l'impression de se retrouver, vous savez, pendant la guerre, à être obligé de faire des réunions dans les caves, parce que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je suis un petit peu virulente dans mon truc. Non, mais grands amoureux de la liberté d'expression, en tout cas, tous ces gens-là. Grands amoureux de la liberté d'expression, y compris les préfets et autres, et professeurs. Enfin, ce professeur qui, vraiment... qu'est-ce que c'est la liberté d'expression, sinon de respecter l'opinion qui est opposée à la vôtre? Sinon, ça sert à quoi? C'est quoi la liberté d'expression? Je veux dire, revenons à Voltaire. Vous avez raison, Jacques, vous avez raison. Merci en tout cas, Claudine, de nous avoir appelé depuis Niort. Dans un instant, on ira faire un tour à Perpignan au 0826 300 300, donner la parole à Chantal. Et je rappelle qu'on est toujours en direct sur Sud Radio avec l'invité Landré Berkoff, le député non inscrit Joachim Sonforger. Oui, juste un mot. Vous savez, les auditeurs de Sud Radio réagissent très très vite et j'ai reçu effectivement ce dont parlait Jacques, un documentaire qui date de 2016 où comment la ségrégation ronge le cœur de l'Amérique et apparemment, moi j'ai pas vu le documentaire, on le verra, mais le documentaire dit que en fait l'Amérique est entièrement raciste, anti-noir, etc., et que tout ce qui se passe c'est encore le pays malade du racisme total. Bon. Écoutez, chacun ses opinions et chacun sa réalité. Joachim Sonforger, je voulais revenir à quelque chose par rapport à la liberté d'expression. Vous savez, notre auditrice parlait de ce qui se passe à Niort. C'est quand même ça, on revient sur la France. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des réunions, etc., qui sont empêchées, on l'a vu dans les universités de Bordeaux, ou telle ou telle personne, elles ne peuvent plus parler. C'est-à-dire, si elles parlent, elles reçoivent, en tout cas, 2 ou 3 personnes avant, les universitaires, les mairies reçoivent des messages extrêmement menaçants disant comment vous invitez ce fasciste ou ce réactionnaire ou ce salaud, etc. Attention, ça va barder. On en est où là, franchement, dans notre cher et doux pays? C'est ce qu'une certaine idéologie de gauche a toujours prôné, cet empêchement de la liberté d'expression avec des limites qui ne conviennent que à ceux qui les émettent. Après, les antifas, le Black Bloc, ça n'apparaît pas spontanément. Il y a des gens derrière, il y a des gens qui pêchent. Je ne suis pas quelqu'un de conspirationniste, mais il y a bien quelqu'un qui fait générer ces moyens. Vous savez, j'avais participé à une réunion du chef du renseignement suisse pour des entrepreneurs qui nous expliquaient que ce qui suivait dans les grandes villes de Suisse, c'était des mouvements justement antifa et Black Bloc qui sont en fait des petits fils de bourgeois, qui font des pseudo-révolutions, qui sont en fait des petits cons qui cherchent un sens à leur vie. Et c'est ça qui se donne une caution d'extrême gauche. Donc il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas le peuple. Et ce sont ces gens-là qui empêchent les gens de parler, d'exprimer. Après, ils vont empêcher des gens très simples de s'exprimer, qui s'expriment avec leurs mots, qui s'expriment avec leur maladresse, qui ne vont pas chercher à comprendre le fond de leur malaise. Donc on a un vrai fossé, mais la France d'en bas, ce n'est pas les antifas, ce n'est pas le Black Bloc, et ce sont des gens qui ont besoin de s'exprimer, besoin de parler, cru et dru, mais ça n'a rien à voir avec ces manifestations. Et les Américains ont une chance, c'est d'avoir le second amendement, parce que quand on voit le gouvernement d'Édouard Philippe qui n'est pas capable de gérer une manifestation de sans-papiers en confinement, qu'est-ce qui se passe si demain ces gens ont des armes et décident de bloquer des gens, que des pères de famille dans des voitures paniquées sont obligés de rouler sur ces gens et qu'ensuite se font lyncher? Qu'est-ce qui se passe demain s'il se passe quelque chose comme ça en France? Les gens ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas le droit de se défendre.
et on a préféré. Alors c'est pas la faute des policiers. Moi, je suis quelqu'un qui soutient beaucoup les forces de l'ordre et les militaires. J'ai une affection particulière, d'autant plus que j'en suis en partie comme réserviste. Mais moi, il y a des gens qui leur donnent des ordres aux forces de l'ordre. Et si on monopolise des policiers partout dans le pays pour contrôler des attestations de sortie, au lieu de les laisser faire leur travail, là où ils sont utiles, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes derrière. Eux, ils n'ont pas signé non plus pour ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis ce que vous dites par rapport, effectivement, si les uns sont armés et les autres sont désarmés, c'est un vrai problème. Évidemment, on n'a pas envie que tout le monde soit armé, mais on n'a pas envie aussi que tout le monde se fasse, effectivement, soit lâché, soit... Voilà. Il y a une juste mesure entre les deux, mais si vous voulez, les lois sont faites, les lois sont appliquées à ceux qui ont bien envie de s'y coltiner, c'est-à-dire des gens honnêtes. Et donc c'est ceux qui vont être enquiquinés par une surenchère législative de manière permanente. Donc ceux qui ont montré leurs attestations, c'est ceux qui faisaient attention à la loi, les autres n'en ont même pas produit. Et c'est de la même façon que les gens armés légalement pour le sport ou pour la chasse, c'est eux qui montent pas de blanche et qui ont des ennuis, alors que ceux qui participent du marché noir n'ont jamais de problème. C'est toujours la même chose. Il y a deux poids, deux vitesses. Mais il y a un trafic énorme dans ce domaine, c'est bien connu. C'est clair, c'est clair. Merci. Autre éditeur, oui, Chantal nous appelle de Perpignan au 0826 300 300. Oui, bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour, je suis ravie d'être de nouveau avec vous parce que je viens de temps en temps vous faire une petite visite. Là, je rebondis juste vite fait, c'était pas trop sur ce que je voulais parler, mais je vais parler tout de suite après. Nous avons eu à Perpignan, il y a quelques semaines de ça, c'est très récent, 1 ou 2 semaines même pas, on a eu quand même la brigade anti-gang qui est venue, on a eu le GIGN à cause de problèmes qui se sont passés dans un quartier très chaud de Perpignan, qui s'appelle la Place Cassagne, sur des problèmes de drogue entre gitans, enfin des choses comme ça. Ça c'est la partie parce que personne n'en a parlé, et justement je rebondis sur ce que la personne a dit juste avant moi. Moi, surtout, ce que je voulais vous parler, c'était de ça. En premier, c'est la médecine. Je vois que certains médecins ont pris le parti de se déconventionner. Et je m'étais posé la question de savoir pourquoi. Et là, maintenant, je pense avoir eu quelques petites amorces en vous écoutant tout à l'heure. Et en voyant mon médecin à moi, je me suis aperçue que tout compte fait, c'était un petit peu une médecine d'État qui est en train de s'installer. Des têtes bien pensantes pensent que certains médicaments nous sont plus profitables que d'autres. Et quand je vais voir un médecin de ville libéral, j'entends dans le mot libéral liberté. Je me demande où elle est. Donc je pose des questions. Pouvez-vous me répondre? Ouais. Vous voulez dire en fait qu'on va vers c'est-à-dire que tout se passe comme si on voulait faire une médecine d'État et que la médecine libérale, on voulait la supprimer, quoi, quelque part. Quelque part, je pense que c'est un temps donné que nous vivons là maintenant, qui est quand même un temps assez exceptionnel, dont on se souviendra des générations après nous. Et ils ont un petit peu bougé dans la choucroute, quoique je suis catalane, donc je dirais plutôt la paella. Mais enfin bon, ils ont un petit peu bougé dans la choucroute. Ils ont fait un petit peu tout et n'importe quoi. Ils se sont fiés sur des statistiques, ce que j'appelais moi avant des statistiques, donc sur des tableaux Excel que l'on dit maintenant. Je me demande où est vraiment... Il faut quand même, nous avons un gouvernement qui est obligé d'attendre qu'on lui dise ce qu'il doit, entre parenthèses, avoir déjà pensé avant et fait, et on lui donne l'aval de le faire, parce que de lui-même, il n'a pas eu l'idée de proposer l'idée. Enfin, c'est absolument affligeant. Je suis une citoyenne. Mon balcon a servi de porte-voix à la citoyenneté, justement, française, et je suis très étonnée de voir ces médecins, comme vous dites, avec le petit doigt sur la couture du pantalon, qui n'osent pas se retourner. Certains ont fait des espèces d'incivilité en ce sens que ils ont prescrit quand même des médicaments pour nous aider, et puis d'autres, comme a dit la personne qui vous accompagne, dont j'ai complètement oublié le nom, je suis vraiment désolée. Le député Joaquin Sanforger, oui, allez-y. Je suis vraiment désolée. Et je suis vraiment étonnée que ces médecins-là, qui ont quand même prêté serment, ne voient juste que leur, entre parenthèses, gloriole, bâton de maréchal, et ne vont pas au-delà. On dirait qu'une fois installés, ils sont vraiment installés. Et j'insiste sur le mot installés. À qui pouvons-nous faire confiance? Ouais, et c'est leur installation qui compte. C'est la manière dont ils ont assis leur royal séant sur leur royal coussin.
C'est ça qui est important, quoi. C'est ça qui devient important. C'est vrai. Alors, je veux demander au médecin Joachim Sanforger, effectivement, est-ce qu'on a, et c'est pas nouveau ça, il y a une espèce de bureaucratie médicale installée. Alors, je veux pas opposer les uns aux autres, quand même, mais ce que Jacqueline, vous en pensez quoi? Il y a plus d'administrateurs que de soignants. Des gens qui ont la vocation pour faire la santé publique et de l'administration de la santé, il n'y en a pas beaucoup au portillon, puisque ce sont toujours les places qui restent au concours de l'internat, parce que les plus brillants ne vont pas vers ces spécialités. Je suis désolé pour les quelques personnes brillantes qui font de la santé publique, mais il y a aussi une majorité de gens qui sont ou des feignants ou des incompétents. Et il ne faut pas s'étonner qu'on soit loin à la détente. Ensuite, si on avait fait confiance justement aux petits médecins, aux petits, aux généralistes, aux praticiens spécialistes installés un peu partout, savez-vous que la notion de cas possible pour le Covid-19, elle était à côté de la plaque pendant des semaines. C'est-à-dire qu'on nous disait à Santé publique France de prendre en compte l'insuffisance rénale respiratoire, l'insuffisance respiratoire aiguë, la fièvre comme symptômes principaux, alors que les médecins en ville savaient que c'était la perte de goût, la perte d'odorat qui prédominait, et que ça, en l'absence de test, ça aurait été une façon de diagnostiquer bien plus efficace si on l'avait combiné avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec des scanners à basse dose, à basse irradiation précoce. Et ça, on le sait dès le mois de mars, en fait, partout en France, dans les cabinets médicaux. Mais comme les consignes ne sont pas données tout en haut, on a des catastrophes. Et au lieu de s'adapter au manque de tests, eh bien, on ne fait pas ça. Et finalement, la définition ne change que dans des avis entre le 8 et le 20 avril. On peut tracer tous ces documents du Haut Conseil de Santé publique et de Santé publique France. Et ça va plus loin. Le Charles de Gaulle, dans le rapport de l'armée, il est dit clairement que si la définition de cas possible avait permis de prendre en compte la perte d'odorat, la perte de goût, finalement, à bord, le médecin qui aurait appliqué une autre définition qui lui été donnée aurait pu repérer les cas avant qu'on en arrive à anéantir la dissuasion nucléaire française, sérieusement. Donc, ces gens qui ont un retard à l'allumage et qui ne sont pas à la hauteur, et je suis désolé, ils sont coupables de mort, ils sont coupables des morts en EHPAD, ils sont coupables de cet anéantissement d'une partie de notre composante de dissuasion nucléaire, et ils sont responsables aussi d'avoir laissé les médecins pieds et poings liés. Ils font confiance à des études non valables faites par des charlatans, et derrière on annule l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, on retire la liberté de prescription aux médecins traitants, qui n'est pas plus bête que ceux qui font la santé publique. Ils ont fait un internat de médecine générale que n'ont pas fait. Ils ont soigné des patients. Donc ils sont aux accroches avec la réalité. Et ce sont tous ces médecins qu'on ne respecte pas. Et en plus, ils se sont trouvés impactés aussi par la crise, puisque pour tous les petits spécialistes, leurs consultations habituelles n'ont pas tourné. Il n'y avait que du Covid. Leurs patients n'ont pas été traités. Il y a eu de la surmortalité de certaines maladies. C'était déjà ça. Mais je vais vous dire, de toute façon, heureusement, en tout cas, les soldats du Charles de Gaulle ont été sauvés. On n'a pas dit par qui ou par comment, mais enfin, ils ont été sauvés. Un autre auditeur, Jean-Marie. Richard nous appelle au 0826 300 300 depuis Paris. Oui, bonjour messieurs. Oui, Richard. Bonjour messieurs, je voudrais revenir sur la chloroquine, enfin tout ce qui tourne autour de Raoult. Ça concerne, c'est une question que je me pose. Quand Raoult avait vanté les bénéfices de la chloroquine, Trump s'était empressé de racheter des stocks à travers la planète pour son peuple. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que bien qu'il ait racheté des stocks de chloroquine, les Américains tombent comme des mouches, ils en sont à plus de 100 000 morts. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, la Suède, il y a un mois et demi, avait produit un communiqué en disant on arrête la chloroquine, il y a plus de dégâts que d'avantages. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, on parle beaucoup du Lancet là, et pour cause, autant de chercher la vérité, je suis d'accord, mais on oublie que 8 jours avant était paru dans le Parisien libéré un article de la revue Prescrire, qui avait fait des enquêtes, avait donc fait des enquêtes concernant les bénéfices ou pas de la chloroquine, et il concluait d'une façon négative. Et Prescrire, c'est pas n'importe quoi. Hein. Je sais pas si c'est plus ou moins sérieux que le Lancet, mais au moins c'est très sérieux puisque ça donne un avis compétent sur les médicaments. Ça, c'est. Alors attendez,
Oui, d'accord. Alors écoutez, on va voir. Alors vous dites effectivement que la chloroquine, beaucoup de gens ont montré au contraire que c'était négatif. Joaquin Sonforger, justement, alors il y a eu toute cette polémique qui dure encore, effectivement. Les uns qui disent, attendez, d'ailleurs c'était chloroquine plus azithromycine, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais que dites-vous de ces études qui disent non, c'est pas vrai, Suède, etc. Et les Américains tombent comme des mouches, mais est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Qu'en pensez-vous, docteur? Il y a des indications particulières dans lesquelles ce protocole marche. Il marche pour diminuer la contagiosité des gens infectés quand ils sont traités suffisamment tôt parce qu'ils portent le virus moins longtemps. Et cela s'est prouvé par des choses que moi je vois, par des gens qui sont auprès des malades. Ce sont les séries françaises, par exemple. Et au-delà de ça, ces gens-là évoluent moins vers des cas graves et des cas qui mènent vers la mort. Mais clairement, quand c'est appliqué dans un contexte hospitalier et trop tard et quand simplement il n'y a plus de virémie, qu'elle s'est déjà abaissée d'elle-même, comme la plaie s'est déjà faite, finalement, il n'est plus le temps de donner l'antiseptique pour éviter qu'elle se forme. Enfin, c'est une mauvaise image, parce qu'on l'antiseptique pour une plaie. Mais c'est quand même, mais c'est ça qui est ressorti. Didier Raoult n'a jamais dit quelque chose de différent. Donc, et d'un seul coup, que cette drogue soit devenue absolument toxique, évidemment, si elle est donnée à des gens qui ont déjà des pathologies cardiaques. Moi, ce que monsieur dit est important, c'est que dans l'échelle des valeurs, normalement, le Lancet, le New England, le BMJ, tout ça, ce sont des journaux qui doivent faire autorité plus qu'une revue médicale, de presse médicale française, quand bien même elle est probablement bien faite. Mais aujourd'hui, les gens sont perdus parce que nos dirigeants, que ce soit au niveau de l'OMS comme d'un certain gouvernement, ont pris pour argent comptant parce qu'il y avait cet argument d'autorité que ça venait du Lancet ou que ça venait du New England, des gens qui n'avaient jamais publié dans des revues de ce niveau-là, en tout cas pour l'auteur qui est responsable de la base de données. On ne sait pas d'où viennent ces patients. Il y a l'opacité cachée derrière une précédente confidentialité. Et des données qui ont déjà été partiellement corrigées. Et il lui fallu que ce monsieur ait accès à des tas d'hôpitaux, notamment, je ne sais pas, peut-être 30-40% des patients africains. Je n'entends qu'un hôpital qui rapporte le moins de contrats. Et moi, si j'étais un patient français anciennement hospitalisé, je porterais plainte pour qu'il y ait une enquête de justice, savoir si mes données ethniques, médicales ont été utilisées sans mon consentement de manière frauduleuse. Oui. On va effectivement, on va parler de ça. Je crois qu'il y a des plaintes qui ont déjà été déposées. On se retrouve après cet instant. À tout de suite. Et toujours avec vous, auditeurs de Sud Radio, et toujours avec Joaquin Sonforger, que je remercie d'être là, Jean-Marie, nous avons, je crois, un auditeur. Absolument. On a Camille qui nous appelle de Montpellier au 0826 300 300. Oui, bonjour Camille. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Et vous? Très bien. Le soleil encore dans le sud. Hein. Ah, c'est bien. Vous avez pris votre premier verre, premier apéro ou pas encore? Nous, on a le soleil depuis longtemps, donc forcément, dans le sud, la tradition oblige. Non, mais je veux dire les cafés. Vous êtes allé dans un café maintenant que c'est ouvert. C'est ça? Non, ce soir. J'ai pas eu l'occasion, mais ce soir, d'accord. J'irai dépenser mon argent dans les cafés. Bon, allez, boirez à ma santé. Avec grand plaisir. Merci. Alors dites-moi je vous appelais parce que c'est l'occasion d'avoir Monsieur Sonforger sur une émission facilement accessible. La question que je voulais le poser à ce monsieur, c'est que je l'entends parler de droiture, d'action entre adultes, de respect. Néanmoins, j'ai vu passer son Twitter au mois d'avril, ou peut-être que c'était un petit peu avant, une capture d'écran en tout cas, où en fait il s'était fait passer pour Emmanuel Macron. Donc j'ai beaucoup de mal à saisir la véracité et l'honnêteté de ses paroles après avoir vu ce genre de choses que je trouve pas très correctes. Donc j'aurais aimé pouvoir avoir son idée. C'est très bien, vous allez entendre. Mais quand vous dites, juste pour savoir, pour nos éditeurs, quand vous dites passer pour Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a changé son nom et son prénom sur Twitter en mettant Emmanuel Macron, en
changeant sa photo de profil pour la même que M. Macron et en reprenant tous les éléments du profil Twitter de M. Macron et en postant des tweets qui pouvaient induire en erreur. Donc moi, le premier, j'ai été surpris. Et effectivement, heureusement que je suis assidu des réseaux sociaux et dans l'informatique, que j'ai vu que son pseudo, son utilisateur Twitter qui est changeable et qui n'avait pas été, n'était pas celui de M. Macron, mais qui était effectivement monsieur de Sonforger. Donc, alors, Joachim Sonforger, usurpation d'identité, de quoi s'agit-il ? Je sais pas, il y a des images de pipes qui ne sont pas des pipes. Hein. Et c'est exactement ce que monsieur vient d'expliquer, c'est-à-dire que ce pirate n'est pas très bon puisqu'il a laissé le nom d'utilisateur et n'a pas été capable de le modifier. Donc apparemment, ce pirate est aussi mauvais que celui qui a fait poster des photos des dessins un peu particuliers sur le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France. Qui faisait état des USA, de la faucheuse USA passant par tous les pays non alignés et puis derrière vers Hong Kong. Voilà, il y a des farceurs. On leur en veut pas, d'autant plus qu'ils ont l'air de faire des farces transitoires et puis qui sont tellement gros, avec des posts tellement gros qu'ils en sont drôles. Et vous savez, l'humour et la satire, ça représente quelque chose. Donc si des gens s'amusent à faire des détournements à la Simon plein gré qui sont de cette nature, je ne dis pas que je les valide, mais je les trouve assez amusants. Oui, donc vous voyez... Oui, c'est pas Joachim Sonforger, c'est une farce. Et vous savez que Internet et Twitter, c'est des experts de farce. Enfin, il y a des gens qui prennent des identités et qui s'amusent et qui font, je crois qu'il faut pas y accorder plus d'importance que ça. Hein. Mais Joachim Sonforger, moi, je voudrais parler peut-être non pas du futur et pas du tout de prédication. Est-ce qu'on est dans une période, pour revenir à la France un peu, et au-delà du Covid et au-delà de ce qui s'est passé, comment vous voyez politiquement, on a l'impression, non pas d'un champ de ruines, n'exagérons rien, mais enfin quand même, que tout est... Bon, on parlait de l'ancien monde et du nouveau monde, on voit que le nouveau monde, c'est totalement l'ancien monde avec quelques petites décorations en plus ou en moins. Comment vous voyez la recomposition de paysages avec cette espèce de... Voilà, ces paysages après la bataille, encore que la bataille ne soit pas terminée, mais on a l'impression surtout qu'il n'y a plus de cap, sont les repères, ou s'il y a un cap, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a quelque chose qui est la nature à horreur. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Je ne crois pas que l'avenir soit ni de droite ni de gauche, et de toute façon c'était plutôt inclusif. Au départ l'idée était plutôt d'être et de droite et de gauche, et certainement pendant un temps transitoire. Mais les gens ont besoin d'avoir des opinions, peut-être pas sur une seule dimension, sur plusieurs, c'est entendable. Mais vous voyez, on a tendance en Occident à voir les choses de manière très linéaire, là où l'Orient les verra de manière un peu cyclique. C'est un peu taoïste mon idée, mais finalement, même quand les gens disent on veut faire autre chose, et j'ai entendu Éric Zemmour et Michel Onfray parler, leur connaissance plus historique de la France est impressionnante, mais finalement à la fin on se rend compte que l'un est toujours de droite et l'autre est toujours de gauche dans leur définition ni de droite ni de gauche. C'est intéressant. Donc oui, il y a des atomes creux. Donc finalement ils veulent nous refaire en marche, peut-être pas. Vous voyez, de manière bien intentionnée, chacun essaie de reproduire un et de droite et de gauche qui ne pourra pas marcher sur le long terme. Ça peut être une parenthèse, même quelque chose d'intéressant pour faire tomber une sorte de système, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui n'allait pas dans le système n'est pas tombé. Je pense malgré la sincérité de l'intention. Donc il faut aller plus loin. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher des gens authentiques. C'est pour ça que moi, j'attends dans cette posture, je dirais, qui est à la fois partie libérale, mais aussi en grande partie conservatrice, parce que derrière le conservatisme, il y a une forme de progrès bien plus grande. C'est une forme de progrès où en fait on garde l'authenticité, on fait avec ce qu'on a et on apprend à mieux utiliser ce qu'on a, ce dont on est déjà dépositaire, propriétaire, et le progrès qui est la fuite en avant, vouloir transformer l'homme en ce qu'il n'est pas, et en plus c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, c'est les utopies du transhumanisme. Donc non, je pense qu'il y a quelque chose de grande valeur à faire avec ce qu'on a, à réinventer ce dont on est dépositaire, d'où on vient, voilà. Eh bien, on va essayer de le faire
avec vous et avec tous les auditeurs et avec nous tous, hein, parce que c'est le moment. Il est minuit, docteur Schweitzer, comme disait l'autre. Merci à vous, merci à tous nos éditeurs.